Il y a quelques semaines, à la rentrée des classes, Éric Zemmour a dénoncé le grand endoctrinement que subissent trop souvent nos enfants à l'école, qui est de moins en moins ce sanctuaire dans lequel les querelles des hommes ne rentrent pas. Depuis, l'actualité lui a donné une nouvelle fois raison, puisque la multiplication de ce qu'on appelle pudiquement les atteintes à la laïcité à l'école est aujourd'hui au centre du débat public. Avec la campagne « Protégeons nos enfants » et notre réseau de parents vigilants, nous sommes en train de briser la loi du silence sur les dangers auxquels sont exposés nos enfants. Merci pour tous les témoignages que nous avons reçus. En tant que porte-parole, je vais maintenant vous en livrer quelques-uns. Il a fallu choisir tant ils étaient nombreux. Ils sont tous édifiants et à vrai dire glaçants. Voyez vous-même. Nos cœurs de parents se révoltent en entendant ce témoignage. À la cantine, en coupant sa viande, mon fils a malencontreusement envoyé un morceau de viande dans l'assiette de son voisin d'en face, musulman, ne mangeant pas de porc. Cet enfant s'est mis dans tous ses états, à hurler, pleurer et l'a menacé de le poignarder. L'animateur de la classe a grondé mon fils, lui expliquant que c'était contraire à la religion de l'autre enfant, et il lui a dit que c'était très grave. Il lui a demandé de préparer des excuses. L'autre enfant, qui a proféré des menaces de mort, ne s'est pas fait gronder, ni punir. Les parents n'ont pas été convoqués. Ma discussion avec la directrice n'ayant pas abouti, j'ai dû faire intervenir la mairie. Je n'ai pas eu de retour officiel. Nos cœurs de parents sont déchirés en pensant à Nathan, ce petit garçon de 4 ans, qui essuie des railleries de la part de ses camarades qui refusent de jouer avec lui car, selon eux, il est sale puisqu'il mange du porc et qu'il ira en enfer. Nos cœurs de parents sont effrayés quand une maîtresse de maternelle sur le plateau de Creil nous raconte qu'un jour où elle demandait à ses élèves quel métier ils voulaient faire plus tard, l'un d'eux lui répondit « Être soldat pour tuer des chrétiens ». Nos cœurs de parents se désolent en lisant Léo. Bonjour, je suis un élève de 3e et pour la première fois, j'ai vu en cours de français une élève entrer dans la classe avec un voile. Évidemment, le prof n'a rien dit. Pas un mot sur le voile. À l'aide, conclut-il. Nos cœurs de parents se révoltent de voir que les enseignements pâtissent de la progression de l'islam à l'école. Gabriel témoigne. Au collège, en cours de SVT, nous parlions de l'évolution de l'homme. Un élève a alors coupé la parole de la prof pour lui expliquer qu'Allah a créé l'homme et qu'il n'a donc pas évolué. S'en est suivi une dispute avec des insultes et des menaces jusqu'à ce que ce dernier plante des ciseaux dans une prise électrique et hurle « Vous verrez lors du jugement ». Le plus étrange, continue Gabriel, c'est que, mis à part une sanction pour avoir dégradé une prise et endommagé le système électrique, il n'a eu aucune punition. Nos cœurs de parents sont en colère quand ils voient des professeurs courageux lâchés par leur hiérarchie. Le témoignage de Marie-Hélène est édifiant. Cours d'histoire avec les 6e, nous faisons le chapitre concernant les chrétiens persécutés dans l'Empire romain. J'analyse avec les élèves un document présentant un chrétien dans l'arène, mosaïque de Darbuk à Ména, en Libye, 2e siècle. Un élève s'agite et, accompagnant ses paroles d'un geste de couteau sous la gorge, il s'écrie « Il les découpe cachère ». Ayant reçu l'ordre quelque temps auparavant par ma hiérarchie de signaler tout sous signe de radicalisation, j'ai signalé ce fait par écrit. Quelques jours plus tard, la secrétaire de l'école me contacte. « La famille de X n'arrête pas de nous harceler à cause du rapport que tu as fait. Débrouille-toi avec eux. » Je téléphone à la mère qui m'explique que son enfant ne voulait pas s'en prendre aux juifs. Il voulait juste dire « halal, madame ». Il ne sait même pas ce que c'est cachère. Tout va bien, donc, c'est un malentendu. Son fils voulait juste dire « les chrétiens, on les découpe halal ». Marie-Hélène conclut « J'ai compris que c'était dangereux de faire remonter ces éléments à ma hiérarchie ». Pris indépendamment, les bien-pensants vous feront croire que chacune de ces histoires est anecdotique. En vérité, mis bout à bout, ces témoignages sont autant de signaux plus ou moins faibles,
qui nous alertent sur la rudesse de l'offensive qui est menée à l'école par l'islam radical et qui doivent nous mobiliser pour la contrer. Alors, pour mettre nos enfants à l'abri de la menace islamique, continuez à vous engager, à témoigner, à libérer la parole des parents. Vos enfants comptent sur vous. Chers amis de la Reconquête, ces témoignages édifiants nous montrent encore que le réel, chaque jour, de plus en plus, nous donne raison. Et c'est pour cela que nous devons continuer le combat. Chers amis, nous sommes devant le square Samuel Paty. Devant ce lieu rempli de symboles, je vais laisser Stanislas Rigaud, président de Génération Z, prendre la parole pour revenir sur cet acte de barbarie. Chers amis, bonjour. Bonjour, merci d'être aussi nombreux pour ce rassemblement extrêmement important qui marque le combat de reconquête contre l'offensive islamique. Vous le savez, il y a près de 2 ans, Samuel Paty était sauvagement assassiné, sauvagement décapité par un réfugié tchétchène qui, avec d'autres parents d'élèves, ont lancé une fatwa contre le professeur Samuel Paty. Si tout le monde se souvient de l'endroit où il était lors du terrible incident du 11 septembre, notre génération, la génération qui s'est engagée pendant la campagne d'Éric Zemmour, la génération qui en a assez de baisser la tête face à toutes ces dérives islamiques, toute notre génération se souvient de l'endroit où ils étaient le jour de l'attentat de Samuel Paty, le jour du Bataclan, le jour de Charlie Hebdo. Notre génération qui a vécu tant de drames, où à chaque fois on nous promettait plus jamais ça. Et puis, de mois en mois, les drames s'accéléraient. C'était d'abord un journal, puis une salle de spectacle, puis par la suite des professeurs, des policiers, des parents agressés face à cette offensive islamique. Eh bien, après avoir entendu plus jamais ça, après avoir subi tant de faiblesse de la part des gouvernements précédents, nous avons décidé de nous lever, nous avons décidé de nous battre parce que le plus jamais ça, il ne se fera que dans les actes. Le gouvernement gesticule, le gouvernement parle beaucoup, mais quand il s'agit de lutter concrètement face à ces menaces, il ne fait plus rien. Et bien avec Éric Zemmour, avec tout Reconquête, nous serons toujours là pour nous opposer concrètement à toutes ces dérives. Et je crois que si nous voulons rendre réellement hommage à Samuel Paty, si nous voulons vraiment combattre ce fléau, il n'y a qu'une chose à faire, c'est agir. Et pour que cet hommage soit efficace, il faut que ça cesse. Et c'est pour ça que je vous invite tous à vous battre chaque jour pour que jamais Samuel Paty ne soit oublié, pour que jamais nos professeurs puissent enseigner dans de telles conditions. Et bien pour cela, engagez-vous, continuez le combat. La Reconquête est là pour ça. Nous ne baisserons jamais les yeux face à ces menaces. Merci encore d'être là. Merci de votre combat. Merci de votre soutien. Et nous n'abandonnerons jamais les professeurs, victimes des islamistes, victimes de ce fléau, de cette barbarie. Parce que la France, les Français, ils doivent se résoudre à cette violence, à ces terribles incidents, à ces terribles barbaries qui se perpètrent partout sur le territoire. Eh bien, les témoignages qu'a lu Agnès à l'instant en sont la preuve même. Battons-nous pour que demain, plus jamais, ces actes aient lieu. Alors encore une fois, merci d'être là, merci de vous battre. Ça ne fait que commencer. Tant que ces fléaux existeront, nous serons là. Reconquête ne baissera jamais la tête, vous ne baisserez jamais la tête. Alors merci et continuons le combat. Chers amis, le prochain orateur est vice-président de Reconquête. Il se bat depuis des années contre la propagation de la menace islamique partout en France. Je vous demande d'accueillir Nicolas Bay. Mes chers amis, merci de votre présence ce matin à Paris pour rendre hommage à Samuel Paty, pour honorer sa mémoire. Comme cela a été rappelé à l'instant, il y a 2 ans, presque jour pour jour, il est tombé sous les lames de l'islam politique. Et bien sûr, nous sommes là pour lui rendre hommage d'abord, et le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de mener impitoyablement le combat contre ce fléau mortifère de l'islam politique.
Certains, dès ce matin, prétendent que notre rassemblement serait de la récupération. Mais voyons les choses. Ceux qui nous accusent de récupération sont précisément ceux qui ont fait preuve de faiblesse, de lâcheté, de complicité, de complaisance à l'égard précisément de cet islam politique. C'est cette classe politique qui s'est vautrée depuis des années de la vraie gauche à la fausse droite, dans un islamo-clientélisme consistant à chouchouter les associations islamistes dans un cortège d'irresponsabilité partout en France. Ces gens-là ont laissé des territoires entiers de la République française entre les mains des barbus, entre les mains des caïds, entre les mains des trafiquants et souvent des trois à la fois. Parce que Samuel Paty est mort à Conflans-Sainte-Honorine. Mais dans le département des Yvelines, au Mureau, à Trappes, eh bien c'est souvent un espèce de néo-califat qui s'impose et les Français qui fuient, qui souffrent et qui parfois meurent. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron et une bonne partie de la classe politique continuent dans une sorte de cécité totale à nous expliquer, comme pour se rassurer, que l'islam serait parfaitement compatible avec la République. Mais nous savons, nous, que la réalité est bien différente. Nous savons bien sûr qu'un certain nombre de personnes de confession musulmane, renonçant à la dimension politique de leur religion, respectent nos lois. Mais nous savons aussi et surtout que l'islam n'est pas simplement une spiritualité ou une croyance, c'est un système politique, c'est une organisation politique et sociale, c'est la charia qui est en réalité un code civil et un code pénal. Et ça, non seulement c'est incompatible avec la République, mais c'est surtout fondamentalement incompatible avec la France. Alors, mes chers amis, si nous sommes là ce matin à l'appel de Reconquête, si vous êtes là et mobilisés, c'est parce que nous représentons ces très nombreux Français qui refusent la soumission, qui refusent d'être dépossédés de leur propre pays et qui savent que la conjonction de l'immigration de masse, de l'islam politique et de la dénatalité constitue une menace mortelle de grand remplacement pour la France et pour les Français. Bravo et merci de votre présence ce matin. Non, aucune récupération. Nous honorons la mémoire de Samuel Paty. Et nous savons que le plus bel hommage que nous pouvons lui rendre, eh bien, c'est d'être là ce matin, de tenir bon, de tenir ferme et de dire que jamais la France ne sera une terre d'islam. Et c'est la responsabilité, mes chers amis, de la droite civilisationnelle que nous représentons, parce que nous avons cette conscience française, mais nous avons aussi cette conscience de civilisation française et européenne qui aujourd'hui est menacée par l'islam politique, menacée par l'immigration de masse et qui malheureusement subit une classe politique, qu'elle soit française ou dans les institutions européennes, qui fait preuve d'une volerie et d'une lâcheté totale sur ces questions d'identité pourtant fondamentales. Mes chers amis, dans quelques années ou quelques décennies, vous pourrez être fiers de dire que vous étiez là, que vous avez mené ce combat, que vous avez refusé que l'islam politique s'installe en France, que vous avez refusé que notre identité soit diluée dans la barbarie, que vous avez refusé que les Français, que le peuple français, le grand peuple français, soit dépossédé de son propre pays. Honneur et fierté à vous et à tous les Français qui résistent. Chers amis, notre prochain orateur est sénateur des Bouches-du-Rhône et de Reconquête, Stéphane Ravier. Merci, mesdames et messieurs, mes chers amis. Si Jules Ferry voyait aujourd'hui l'état de nos écoles, l'état de son école, il modifierait à peine sa célèbre phrase « La charia doit prendre en main le citoyen du berceau jusqu'à la tombe ». C'est bien là
le cœur du projet des militants islamiques qui avancent désormais à visage découvert, si j'ose dire. Ils avancent à visage découvert dans tous les domaines de la vie quotidienne. Remplacer les structures de notre société, voilà leur objectif. Ce ne sont pas des séparatistes, ce sont des conquérants qui veulent imposer leurs lois et leurs coutumes à la place de celles héritées de 2000 ans d'histoire française et de notre baptême reçu il y a 16 siècles. Le problème islamique, ce n'est pas le séparatisme et ce n'est presque même pas le communautarisme. C'est très bien que les islamistes veuillent vivre entre eux. Personnellement, je ne vous le cache pas, j'y suis très favorable. Mais s'ils veulent s'habiller comme au bled, s'ils veulent se comporter comme au bled, vivre alors comme au bled, eh bien qu'ils aillent, qu'ils rentrent au bled. Car avec les islamistes, il ne saurait être question de les répartir sur le territoire national, mais de les faire repartir dans leur pays d'origine. Il y a tellement de pays situés de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple, de riches républiques islamiques qui parlent la langue du prophète, dont les écoles sont toutes islamiques. Je suis certain qu'ils peuvent accueillir leurs frères et leurs sœurs à bras ouverts. Que l'on ne se méprenne pas. Que l'on ne se méprenne pas. Le séparatisme, c'est vivre en dehors de la société. Eux visent la colonisation de notre société, la colonisation de notre pays. Ils n'ont pas encore réussi à imposer le voile islamique à l'école. Ils reviennent avec les robes et les pantalons des bédouins du 7e siècle. On leur fait de la viande à la cantine, ils exigent qu'elle soit halal et surtout que le porc soit interdit. L'école est laïque et pourtant ils condamnent les enseignements qui sont contraires au Coran, comme la théorie de l'évolution de Darwin. Ils se servent de nos libertés, y compris à l'école, pour mieux les combattre, pour mieux nous abattre. Face à cette offensive, la République recule. Celles et ceux qui sont pourtant chargés de la défendre, de défendre la République, acceptent par couardise ou par calcul électoral les accommodements, refusent de sanctionner, de couper les branches pourries d'une société multiculturelle, multiconfessionnelle et devenue inévitablement multiconflictuelle. Organisés, déterminés, financés, les militants islamiques sont à l'offensive. Ils ne sont forts que de la faiblesse des pouvoirs publics, y compris celui de l'éducation de moins en moins nationale. Tout est mortel en ce bas monde, mes chers amis, y compris les institutions, y compris l'institution de l'école, autrefois sanctuaire, où nos enfants étaient protégés de toutes les insécurités. Si nous, Français, n'avons pas le courage de les défendre, elles tomberont comme des feuilles mortes dans les mains des islamistes qui sauront, eux, les utiliser. Dans les quartiers nord de Marseille, beaucoup de chefs d'établissement me confient leur désarroi devant l'avancée islamique. De jeunes élèves, jusqu'alors parfaitement respectueuses des règles de la laïcité, portent soudainement le voile et refusent désormais de suivre les cours de natation. Ces changements d'attitude, ces revendications nouvelles étant la conséquence de la pression d'un membre de la famille fraîchement débarqué du pays, ou des prêches d'un nouvel imam dans le quartier, un imam autoproclamé. Face à ces coups de force, ces coups de boutoir et souvent les menaces, les directeurs, les proviseurs, les professeurs sont abandonnés par leur hiérarchie qui redoute au mieux l'accusation d'islamophobie, au pire un embrasement violent dans les écoles. À Marseille, je combats cette islamisation, je dénonce les réunions des frères musulmans auxquelles participent des élus de gauche comme de droite.
Avec Sandrine Dangiot, maire des 13e et 14e arrondissements, je suis parvenu à faire fermer une école islamique clandestine qui s'était ouverte dans nos quartiers. Quand on veut, on peut. On en a fermé une, mais il n'y en a plus dans ce secteur. C'est toujours ça de repris. Alors bien sûr, il y a encore tant à faire. Mais au plus nous attendrons, au plus il sera difficile de stopper et a fortiori de bouter les militants islamistes hors de l'école de France. Ne leur laissons donc pas un jour, ni une heure, ni une seconde de répit. Combattons partout, car personne ne le fera à notre place, et surtout pas le ministre de l'Éducation nationale. Cette école, c'est la nôtre. Ces enfants, ce sont les nôtres. Ce pays, c'est le nôtre. Il est de notre devoir charnel et civilisationnel de les défendre coûte que coûte. La République, la France doit se défendre ou mourir sous les coups des militants islamistes. Mais tant qu'il y aura dans la France, tant qu'il y aura des Français attachés à leur terre, il y aura de l'espoir. Tant qu'il y aura des Français héritiers de Clovis et de Jules Ferry, il y aura des combattants de la liberté et de la France française. Vive l'école libérée de l'occupation islamiste. Vive l'école de la réussite et de l'excellence. Vive l'école de la transmission du savoir et du génie français. Et surtout, Chers amis, elle est présidente du mouvement conservateur. Je vous demande d'accueillir Laurence Trochu. Chers amis, ce triste jour, ce sordide jour de la mort de Samuel Paty, j'étais conseiller départemental des Yvelines, élu des Yvelines. De même que lorsque nous avons eu la mort tragique des policiers à Magnanville, eh bien j'étais aux prises justement avec cette dure réalité que nous avons vécue sur le département des Yvelines qui n'est pas épargné. Et donc aujourd'hui, nous avons, face à ce danger de l'islamisation, de cet islam politique, culturel et conquérant, un devoir de résistance vis-à-vis notamment de ceux qui sont dans le déni, de ceux qui sont dans un aveuglement que je dirais volontaire, ceux-là même qui nous disent que nous exagérons, ceux-là même qui me disaient, quand je siégeais dans le conseil d'administration d'un collège, que le souhait porté par certaines familles qu'il n'y ait plus de cours de natation n'était rien d'autre qu'une difficulté passagère d'adolescents à se mettre en maillot de bain. Eh bien non, chers amis, déjà à cette époque, de manière subreptice, sur les pattes d'un oiseau, comme disait Nietzsche, c'était certaines idées qui voulaient avancer et qui voulaient aboutir non simplement à cette séparation, mais aussi à cet islam conquérant que Stéphane a très bien décrit. Donc notre premier devoir de résistance, c'est d'abord d'ouvrir les yeux et de les faire ouvrir autour de nous, de manière justement à ce que cette réalité qui nous rattrape toujours, eh bien, nous puissions demain lui proposer le projet de l'assimilation qui est, comme le disait Éric Zemmour, souvenez-vous, le seul projet de la paix. Et ce projet de l'assimilation, il doit passer bien évidemment par l'instruction, par l'éducation et donc par l'école, puisque c'est là que tout se joue, c'est là que tout commence. Non pas que l'école se substituerait aux parents, mais tout simplement parce que l'école, elle est là pour apprendre ce que nous avons de commun, ce que nous avons reçu et ce que nous voulons transmettre. Le travail, il est bien sûr dans la formation des enseignants, il est bien évidemment dans la vigilance des parents, il est aussi dans la vigilance des élus, puisque vous savez que les élus municipaux, départementaux, régionaux versent des subventions à des associations qui, à leur tour, font des choix pour intervenir dans des écoles sur tel ou tel sujet. Et donc, c'est ensemble, parents, élus,
militants que nous devons à la fois refuser le déni et l'aveuglement et choisir la voie de l'engagement. Votre présence aussi ici, bien sûr, elle en est le témoignage, elle est le signe visible de cet engagement. Et cet engagement, bien sûr, il est de tous les instants et il est de tous les temps parce que nous avons des gens qui ne peuvent pas rentrer par la porte et qui cherchent à rentrer par la fenêtre. Eh bien, sachons, nous, opposer à ces tentatives une résistance réelle, une résistance dans la durée, sans découragement, parce que cette culture que nous avons reçue, cette culture que nous aimons, c'est à nous de la transmettre de manière inlassable, parce que nous n'avons pas le droit de déserter ce combat, qui est un combat des idées, mais qui est aussi un combat civilisationnel. Et je crois que c'est la force de Reconquête d'avoir su fédérer aujourd'hui autour de la personnalité d'Éric Zemmour, des personnes prêtes à se lever, certaines qui ne s'étaient jamais engagées, des mouvements qui jusqu'à présent travaillaient côte à côte sans jamais se rencontrer. Et la force de Reconquête, c'est précisément ça aujourd'hui, c'est celle de l'unité. Parce que nous savons pourquoi nous nous sommes levés ce matin et nous savons pourquoi nous n'allons pas baisser les bras. Alors un grand merci à chacun d'entre vous. Chers amis, elle est la vice-présidente exécutive du mouvement Reconquête. Je vous demande d'accueillir Marion Maréchal. Mes chers amis, qui eût cru par le passé qu'en France, en 2022, nous serions amenés à nous rassembler pour rendre hommage à un professeur, Samuel Paty, ignoblement décapité pour avoir voulu tout simplement enseigner ce qu'est la liberté d'expression dans sa classe. Cet acte barbare qui nous touche profondément, non seulement parce qu'elle a coûté la vie d'un innocent, de la façon la plus sauvage qui soit, mais aussi parce qu'il frappe notre cœur de Français et notre cœur d'Européens. Parce qu'il menace la liberté de penser et son corollaire, bien sûr, la liberté d'expression. Des libertés qui sont consubstantielles de ce que nous sommes, consubstantielles de notre civilisation. Nous, les héritiers des forums et des agoras, ces places d'échange, de commerce et de débat des cités antiques, nous, les enfants de l'école de Platon, que l'on appelait académie, qui désignait alors le lieu de la confrontation intellectuelle. Nous, les adeptes de la disputatio, la libre discussion intellectuelle. Nous, les héritiers de la Renaissance, nous, les héritiers des Lumières. La liberté de pensée et d'expression font partie de notre âme de Français. Ce sont des attitudes mentales qui nous sont propres, des attitudes mentales qui nous singularisent, des attitudes mentales qui nous définissent en tant que peuple. L'honnêteté intellectuelle, le sens de l'exactitude et de la vérité objective, le goût d'apprendre, la visée encyclique, le refus absolu de l'argument d'autorité, comme le résume si bien le philosophe Philippe Nemo. C'est ce qui a fait notre génie scientifique. C'est ce qui nous pousse au refus absolu de l'instauration d'un quelconque délit de blasphème. Et c'est une croyante qui vous le dit. L'école a pour mission de former des hommes libres, libres de penser et de réfléchir par eux-mêmes, forts de leur savoir et de leur connaissance, des citoyens aptes à exercer leur droit de vote avec clairvoyance. Cette exigence, cette mission primordiale ne peut être atteinte si des professeurs se censurent, si des professeurs ont peur, si des sujets sont tabous, si la croyance religieuse interdit le débat, si la menace physique plane chaque fois qu'il y a un désaccord, si certains font fi avec provocation de la règle commune. Accepter le pas de vaguisme qui domine dans l'école depuis tant d'années, se résigner au silence, à la complaisance, à la soumission, refuser de nommer les choses, ce n'est pas seulement créer les conditions du communautarisme à l'école, c'est renier une partie de nous-mêmes, une partie essentielle de nous-mêmes. Le défi est immense, immense, car il faut non seulement garantir le respect de la loi, tout simplement, de la loi sur la laïcité, mais aussi y faire adhérer le cœur de ses élèves,
quand 88% des lycéens musulmans affirment défendre l'autorisation du port des signes religieux à l'école. Nous ne sommes pas face à un simple problème scolaire. Nous sommes face à un problème de société. Nous sommes face à un problème d'immigration. Nous sommes face à un problème de démographie. Nous sommes face à un problème d'assimilation. Et si nous refusons de traiter ce problème sous cet angle, si nous refusons de traiter ce problème à la racine, alors n'imaginez pas que les choses iront mieux. Imaginez que sera l'école de la République dans 10 ans seulement, si rien n'est fait. Alors commençons par avoir le courage de dire clairement ce à quoi nous faisons face. Cessons de parler pudiquement d'atteinte à la laïcité. Il s'agit d'une offensive islamique. Cessons de parler vaguement de signes religieux. Il s'agit de voiles ou de vêtements islamiques. C'est pourquoi nous avons le devoir de soutenir tous ces enseignants qui résistent. Nous avons le devoir de dire au gouvernement qu'il doit prendre enfin la mesure de la situation, qu'il comprenne qu'il s'agit d'un combat de civilisation pour la civilisation. Nous le devons à la mémoire de Samuel Paty. Nous le devons à tous ces professeurs qui vivent aujourd'hui sous la menace et qui ont peur. Nous le devons à tous ces élèves qui sont attachés à cette idée de la laïcité et qui comptent sur nous. Merci à vous d'être là. Merci pour Samuel Paty. Merci pour tous ces professeurs. Et merci pour la France. Chers amis, le président de notre mouvement Reconquête arrive dans quelques instants. Un tout petit peu de patience. Éric Zemmour arrive. Chers amis, Éric Zemmour. Bonjour à vous tous. Il faut parler plus loin. D'habitude, on nous dit de coller, et là, il faut parler plus loin. Mes chers amis, il y a 2 ans, jour pour jour, une image s'est incrustée dans nos esprits et ne veut plus les quitter. C'est l'image du visage d'un innocent qui roule sur la chaussée. C'est l'image d'une décapitation commise en plein jour sur la terre de France. C'est l'image d'une tête française égorgée au nom d'Allah. Un meurtre sanglant et un crime digne d'un pays en guerre qui nous rappelle soit les antiques guerres de religion, soit plus près de nous, la guerre d'Algérie. Nous avons évidemment le plus grand respect pour l'individu Samuel Paty, le plus grand respect pour la douleur de sa famille, la douleur de ses proches, la douleur de tous ceux qui ont connu l'homme qu'il était, l'enseignant qu'il était, l'ami qu'il était. Nous nous inclinons respectueusement devant cette douleur. Mais la mort de Samuel Paty dépasse Samuel Paty. La mort de Samuel Paty est un fait éminemment politique. Elle est même, je dirais, un fait éminemment historique. Ce n'est pas récupérer la mort de Samuel Paty que de dire cela. Au contraire, c'est lui donner toute son ampleur. Et parce que nous lui donnons toute son ampleur, je vous demande, s'il vous plaît, mes chers amis, de respecter 1 minute de silence à la mémoire de Samuel Paty.
Je vous remercie. Je veux aujourd'hui rappeler cette évidence. Avant d'être un professeur, avant d'être un défenseur de la laïcité, avant d'être un homme accusé d'avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves, Samuel Paty était d'abord un Français, un de nos compatriotes, exécuté par un étranger, en l'occurrence un Tchétchène, sur le sol de France. Si j'évoque cela en préambule, c'est qu'il faut absolument rappeler que dans cette tragédie, l'État a failli à son rôle le plus fondamental, la protection la plus élémentaire, celle qu'il doit à tous les citoyens français. On nous l'a appris dans nos cours naguère, si nos aïeux ont abdiqué leur liberté de se défendre eux-mêmes, c'est au profit d'un État qui leur avait promis, en échange de cette soumission, de protéger leur vie. Jadis, les citoyens français risquaient seulement de mourir sous le coup de nos ennemis quand ils s'éloignaient du sol de la patrie. Désormais, ils sont davantage menacés chez eux que nulle part ailleurs. Pendant des siècles, notre État-nation avait élaboré tout un dispositif qui permettait de protéger les Français d'une hostilité étrangère. Frontières, douanes, police, armée, justice, tout un système complexe et efficace qui distinguait le français de l'étranger et mettait le français à l'abri des agressions. Ce même État avait un autre rôle à l'intérieur des frontières, celui de rassembler tous les Français, de leur donner des habitudes de vie en commun, des mœurs communes, une culture commune, afin qu'ils deviennent assez proches, quelle que soit leur origine, pour se sentir frères. Ce rôle de grand unificateur a longtemps été dévolu à l'Église et à la religion chrétienne, puis c'est l'école qui a pris le relais de cette tâche herculéenne. L'école de la République, disait-on fièrement. L'école de la République ne fabrique désormais plus des Français. L'école de la République est minée par des idéologues d'extrême gauche qui ne donnent plus à aimer l'histoire de la France, sa culture, ses mœurs. Elle ne fait plus comprendre son génie, sa spécificité. Prenons la laïcité dont on parle tant. Aujourd'hui, selon un sondage, nous avons 88% des lycéens musulmans qui sont favorables aux signes religieux à l'école. Ils ne comprennent rien et ne veulent rien comprendre à cette exigence de laïcité qui leur apparaît comme une contrainte absurde, injuste, parce que dans leur civilisation, leur culture, leur système de pensée millénaire, elle n'a jamais existé. Nous assistons depuis la rentrée scolaire à une vaste offensive islamique pour contourner et abolir la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Même le ministre de l'Éducation nationale est obligé de le reconnaître. Que signifient ces abayas, ces camis, tous ces vêtements portés par ces jeunes musulmans? Ils ne sont évidemment pas le reflet d'une simple mode ou, comme je l'entends ici ou là dans la bouche même du ministre, de l'individualisme des élèves. Non, ils sont l'expression d'une conquête de l'espace par une religion, par une culture, par une civilisation. La civilisation islamique que ces jeunes, produits d'un phénomène démographique inouï, veulent enraciner et imposer sur la vieille terre de France catholique depuis 1500 ans. La mort de Samuel Paty est donc à la confluence de deux catastrophes contemporaines. Un État qui ne protège plus les Français et un État qui ne fabrique plus des Français. L'exécution de Samuel Paty n'est donc pas un fait divers, un accident, l'acte d'un fou, non. La mort de Samuel Paty est un francocide. C'est même la quintessence du francocide. Mort d'un Français parce qu'il est Français, tué par un étranger hostile à la France et aux Français, à sa culture, à sa civilisation, son histoire, ses mœurs et son génie. L'exécution de Samuel Paty est le sommet odieux d'une pyramide qui plonge ses racines très profondément. Il est l'aboutissement d'un continuum de violences qui sont toujours produites par les mêmes
toujours au détriment des mêmes. La mort de Samuel Paty est le fruit d'une chaîne macabre. Le mensonge d'un élève, la propagation du mensonge par un parent d'élève, la lâcheté de l'institution scolaire, l'intimidation sur les réseaux sociaux, le relais par l'imam de la mosquée de Pantin, et puis l'acte final du réfugié tchétchène. Entre ces actes, le même fil rouge, celui d'une fatwa, d'abord verbale puis sanguinaire, pour imposer par la violence et la terreur la soumission à l'islam. Ce continuum de violence, d'agression, prend des formes multiples. Ici, une décapitation, mais chaque jour, il y a les insultes, les menaces, les crachats, les agressions, les rodéos, les trafics de drogue et trafics divers, les vols, les viols, les meurtres, jusqu'aux actes terroristes. Ce continuum de violence est le bras armé d'une prise de territoire, le nôtre, et d'un changement de peuple et de civilisation. Car ces agressions, ces vols, ces viols, ces rodéos, ces trafics sont l'arme la plus efficace pour chasser les Français de leurs terres afin qu'ils les laissent à d'autres. Ce ne sont pas des faits divers, ce ne sont pas des faits de société, ce sont des francocides. C'est-à-dire qu'ils sont des éléments d'un même mouvement politique et historique majeur, le grand remplacement. Alors bien sûr, les médias, les universitaires, les ministres, toute la classe politique, tous vont nous dire le contraire. Ils vont essayer de nous faire croire que la mort de Samuel Paty n'est qu'un phénomène exceptionnel, le produit d'une situation particulière, d'une victime particulière, d'un crime particulier. Ne vous laissez plus prendre. Comprenons ce qui se passe dans notre pays. Comprenons que la mort de Samuel Paty n'est pas un accident, mais le fruit d'un processus tragique qui voit notre peuple subir une guerre sur son propre sol. C'est pour cela que le temps des lamentations doit cesser. Il faut avoir la lucidité de dire que ce crime, aussi ignoble soit-il, n'en était pas moins évitable. Il faut donc avoir le courage de tout mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise plus jamais sur le sol de France, pour que la peur qui mine certains professeurs disparaisse enfin. Commençons par refuser systématiquement l'asile à ceux que nous suspectons d'être dangereux. Le terroriste tchétchène et sa famille s'étaient vu refuser l'asile en Pologne. Ils n'auraient jamais dû l'obtenir en France. Attaquons-nous aux lieux de culte qui propagent le djihad. Surveillée depuis des années, la mosquée de Pantin aurait dû être fermée définitivement depuis longtemps. La fatwa n'aurait pas pu être rendue publique par son imam qui aurait été expulsé. Engageons des poursuites contre toute tentative de pression religieuse sur les enseignants. Si la menace vient des élèves, c'est la responsabilité de la famille qui doit être engagée avec la suppression des aides sociales. Si la menace vient de la famille, la hiérarchie scolaire doit faire front aux côtés de l'enseignant mis en cause. L'impuissance n'est pas une fatalité, à condition que la loi soit appliquée sans trembler, à condition que les lois plus fermes soient votées, à condition que les politiques se montrent enfin dignes du courage de nombreux professeurs. Rien ne sert de répéter plus jamais ça. Il faut désormais faire en sorte que cela ne soit plus possible. Je vous remercie. Vive la République et surtout, vive la France. À nos enfants de